Jeunes Influents. Jeunes Influents est une émission qui s'adresse à la jeunesse africaine et ivoirienne plus particulièrement et qui porte un regard sur les grands sujets qui vous concernent en tant que citoyens. Aujourd'hui, nous allons discuter autour de cette table de la place des jeunes dans la relance économique. Les invités de ce jour sont Mohamed Silla, qui est juriste fiscaliste, Landry Cuyot, qui est consultant juridique et conférencier, Ophélie Talmas, qui est étudiante en droit international public, et Arsène Ehouman, qui est financier. Alors, on va commencer en demandant qu'est-ce que la relance économique? Alors, à la question, la réponse qu'on peut apporter à cette question, il faudrait tout d'abord commencer par la définition de l'économie. Alors, on dit que l'économie est l'ensemble des activités de l'homme créatrices de richesse. Donc, cela part des activités de production jusqu'à la consommation finale, en passant par la transformation et toutes les autres activités qui bougent cette économie. Et donc, on parle de relance économique lorsque ces premières activités connaissent une régression ou une stagnation selon que la société en question ait connu des situations soit de guerre ou de crise économique interne ou mondiale. Alors, la relance économique, concrètement, c'est l'ensemble des actions, des stratégies que met en place un État solidairement avec la société civile, avec les producteurs, de sorte à relancer cette activité et leur donner un regain en termes de production et de consommation. Merci. Alors aujourd'hui, au sortir de la crise, on constate que la Côte d'Ivoire a connu une croissance incroyable et aujourd'hui elle est autour de 9%. Et là, force est de constater qu'on a du mal à insérer les femmes et les jeunes dans la vie économique, mais aussi de créer de véritables opportunités d'emploi. À quoi cela peut être dû? Avant de répondre à la question, je voudrais juste compléter la réponse de Landry Cuyot. Pour comprendre pourquoi est-ce que cette croissance n'est pas créatrice d'emploi, il faut d'abord savoir quel type de relance économique qu'il peut y avoir. On peut relancer une économie de différentes manières. On peut relancer l'économie à travers le budget, c'est-à-dire que par des dépenses publiques pour augmenter la croissance, ou alors pour diminuer les impôts, ce qui permet aux ménages de pouvoir mieux épargner et de mieux dépenser ensuite. On peut relancer la croissance également par la réglementation, c'est-à-dire que l'État prend des mesures pour faire en sorte que les couches les plus défavorisées puissent améliorer leur situation. C'est dans ce genre de cadre-là qu'on a des mesures comme l'instauration du SMIC, par exemple, qui est passé à 60 000. Et puis, on peut relancer une économie par la monnaie également. C'est-à-dire qu'on baisse les taux d'intérêt pour permettre aux ménages et aux agents économiques de faire des prêts à moindre coût et puis de pouvoir investir pour les agents économiques ou alors de dépenser pour les ménages. Et puis, il y a une dernière façon de relancer l'économie, c'est la relance de l'économie par le secteur privé. C'est-à-dire que l'État crée les conditions pour faire en sorte que les investisseurs privés, dans un environnement économique sain, puissent investir, créer des emplois et relancer l'économie. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, on a un taux de croissance de 9%. On sera, il me semble, à 10% l'an prochain. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que cette croissance-là ne se sent pas, notamment au niveau des jeunes? Simplement parce que le gouvernement a mis en place une politique de croissance qui correspond à la première que j'ai énumérée, c'est-à-dire une croissance budgétaire. C'est-à-dire qu'on a fait énormément de dépenses publiques, on a construit des routes, on a construit des ponts. Le problème, c'est que c'est vrai que ça produit de la croissance, mais cette croissance-là est artificielle. On dit que c'est une croissance appauvrissante parce qu'elle ne génère pas d'emploi. En tout cas, elle ne génère pas d'emploi qui soit suffisamment durable pour que les jeunes puissent s'insérer dans le tissu économique. C'est le véritable problème de cette croissance-là. C'est une croissance déséquilibrée qui ne peut pas tenir sur le long terme. Pour tenir sur le long terme, il faudra que pendant 5-10 ans, on construise des ponts. C'est pas possible, on ne peut pas construire 2-3 ponts chaque année. Les routes pareilles, à un moment il va falloir arrêter avec cette politique-là et puis passer à une politique de relance par le secteur privé, permettre aux investisseurs d'investir, de créer des entreprises et puis de créer des emplois pour les jeunes parce que l'État lui-même aujourd'hui dans la situation actuelle n'est plus en mesure d'absorber tous ces jeunes qui sortent des universités, la fonction publique n'est plus capable de le faire. Merci. Merci ici pour enchérir à ce que Mohamed disait tout à l'heure. Effectivement, l'État n'est pas créateur d'emplois. C'est le secteur privé qui crée des emplois dans un pays, qui crée de la valeur. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que l'État... Merci ici pour enchérir à ce que Mohamed disait tout à l'heure. Effectivement, l'État n'est pas créateur d'emplois. C'est le secteur privé qui crée des emplois dans un pays, qui crée de la valeur. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que l'État
consomment cette valeur créée par le secteur privé. Alors, effectivement, le taux de croissance du PIB, il faut savoir d'abord le PIB c'est quoi? C'est le produit intérieur brut et c'est la somme des valeurs ajoutées créées par les entreprises qui forment le PIB. Alors, la somme des valeurs ajoutées de 2013 moins la somme des valeurs ajoutées de 2012 par 100, on a le taux de croissance de ce PIB-là. Alors, quand l'État nous dit qu'on a un PIB de 9%, avant même que les entreprises n'aient déposé leur bilan et leurs chiffres, sur quelle base, en fait, l'État calcule, je dirais, ce PIB-là? Alors, comme Mohamed l'a dit, c'est un PIB calculé sur l'endettement, sur les travaux, sur les investissements de l'État qui sont basés sur un emprunt, sur une dette. Alors, c'est un PIB qui est beau, qui est neuf, mais vous comprendrez clairement que ça ne peut pas ressembler à un PIB d'un État comme la Suisse, que je prends l'exemple, qui est basé sur la valeur créée par les entreprises et la croissance des entreprises. Donc c'est un PIB qui est bien beau, mais qui n'arrange pas les ménages. D'accord, on s'adresse à Orphélie. Alors moi, concernant cette question, ce que je veux dire, c'est qu'il faut beaucoup miser sur l'entrepreneuriat. Comme il a dit tout à l'heure, les dépenses publiques, c'est ce qui a été beaucoup fait par l'État, mais après on n'a pas considéré l'après, c'est-à-dire quand il y a toutes ces choses-là, ces routes, ces infrastructures, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour que la relance économique soit réelle. Donc je pense que déjà il faut miser sur l'entrepreneuriat. Au fur et à mesure qu'on va discuter, on pourra bien développer. Il y a plein de domaines sur lesquels il faut miser, comme la culture et autres. Donc pour le moment, c'est ce que je peux dire. D'accord, Bon, je suis très heureux d'avoir autour de la table des personnes qui disent des choses qu'elles savent. C'est vraiment intéressant pour instruire utilement les téléspectateurs. Dans tous les cas, il est clair que le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui est dirigé par le président Alassane Ouattara, est en train de mettre en place une méthodologie de travail qui n'est pas forcément très lisible, donc pas très intelligible pour la société ivoirienne. Tout simplement parce que les gens s'attendent à ce que leurs assiettes soient remplies. Cependant, la pression fiscale qui est forcément exigée par les dépenses publiques est en train de ruiner, de casser l'assiette sur laquelle les gens pourraient manger. Il y a donc un besoin pour les populations de penser autrement que l'État. Si on fait l'effort d'expliquer clairement les choses et sur où est-ce qu'on va, si on a une politique prévisionnelle pour constituer des provisions par la suite, certainement on serait beaucoup moins inquiet, il y aurait beaucoup moins de remous sociaux. Voici ce que l'on peut dire déjà. Cependant, nous sommes tous d'accord que les ponts, les routes seront servies, mais il faudrait bien qu'il y ait des personnes qui puissent emprunter ces ponts et ces routes selon chacun à la maison parce qu'on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'activité. Et c'est qu'il ne faut pas, compter sur l'État en fait pour expliquer ça aux populations. C'est ce que il faut comprendre que aux jeunes qui veulent s'insérer dans le secteur, c'est à eux-mêmes de se prendre en charge, de comprendre réellement ce qui se passe, d'accepter d'entreprendre, je dirais, en ne comptant pas seulement sur l'État et sur les emplois que l'État peut créer. Parce que l'État ne peut pas créer de l'emploi. Dans un État libre, l'État ne crée pas d'emploi. L'État crée des conditions pour que les entreprises se progressent. L'État crée des conditions pour que les entreprises fassent de la croissance pour ensuite emmener toute cette jeunesse-là à véritablement entrer dans le mouvement. Donc, la jeunesse ne peut pas attendre ça de l'État, c'est pas possible. Et c'est un leurre d'attendre ça de l'État. Ça signifie qu'il y a une condition alors à remplir. Si vous dites que les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent entreprendre, mais vous avez aussi dit qu'il faut que l'État crée des conditions qui favoriseraient l'entrepreneuriat. Oui. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer par l'État. Nous les jeunes on peut comprendre, et je pense qu'aujourd'hui les jeunes comprennent. Les jeunes bougent beaucoup, ils créent des choses. Seulement, ils ont besoin que des conditions soient installées pour qu'ils puissent le faire à l'aise, dans un environnement assaini. Donc, ça doit commencer par ça. On ne le fait pas à pas. Relance économique, c'est un mouvement. Selon l'enquête emploi de l'année 2012, le taux de chômage en Côte d'Ivoire serait de 9,4%. C'est ce que le gouvernement affirme. Le problème, c'est que l'année dernière, le BIT, le Bureau international du travail, dans son étude, a montré qu'il y avait environ 7 millions de chômeurs en Côte d'Ivoire, ce qui ne correspond évidemment pas au chiffre de 9,4% que annonce le gouvernement. Et le gouvernement annonce 9,4% de taux de chômage, mais dans ce taux de chômage-là, 91% de ce taux est consacré au secteur informel. Ça veut dire qu'une grande partie des activités de l'économie ivoirienne se trouvent dans le secteur informel. Et c'est justement tout le défi de l'économie ivoirienne,
sortir toutes ces activités-là du secteur informel, les emmener dans le secteur formel. Ça permettra de générer des recettes pour l'État, ça permettra aux jeunes d'entreprendre plus facilement. Évidemment, il faut créer des conditions, un environnement économique sain pour y parvenir. C'est pas très un environnement économique sain pour y parvenir. C'est pas très facile quand vous regardez le dernier Doing Business en matière de facilité de création d'emplois. La Côte d'Ivoire est classée 115e sur 186. On est vraiment dans les derniers, on est encore très loin. Il y a des mesures qui ont été prises, on sent une certaine volonté de faire en sorte que les choses s'améliorent. Le problème, c'est que la manière dont c'est fait n'est pas la bonne. CPC, officiellement, on dit qu'il faut 48 heures pour finir la société. 15 000. Mais dans les faits, il faut au moins 8 jours pour le faire. Et le problème, c'est que vous avez un jeune qui a un capital de, disons, 200, 300 000, 500 000 qui veut investir. Pendant les 8 jours, il va se déplacer chaque jour pour aller au plateau CPC, faire toutes les démarches administratives, payer les frais. Mais quand il finit tout ça, le capital, il va peut-être diminuer de moitié ou bien plus. Il se retrouve finalement avec les papiers de sa société, mais il ne peut pas commencer parce que ce qui lui reste, ce n'est pas suffisant pour véritablement commencer une activité. Il faut simplifier toutes ces procédures-là. Il y a dans certains pays comme le Rwanda, ils font la création des entreprises en une demi-journée. Dans un seul bureau, vous rentrez à 7 h du matin, vous sortez à midi, vous avez tous vos papiers, dès l'après-midi, vous pouvez vous installer et puis commencer. Excuse-moi Mohamed, en fait ce que tu dis est fort intéressant. Cependant, dans la communication, ça s'appelle marketing politique, il n'est pas tout dit aux jeunes. Lorsqu'on vous dit que vous avez 48 heures pour créer votre entreprise, il vous faut 182 400 francs CFA. Sachez que lorsque vous voulez créer une société, une SARL, cela ne nie pas, cela n'enlève pas l'obligation pour vous de constituer un capital à 1 million de francs CFA. Ça, ce n'est pas enlevé pour autant. Mieux encore, même si j'ai réussi à réunir le capital de 1 million de francs CFA et que j'ai eu mes 182 400 francs pour pouvoir faire mes démarches administratives, il ne faut pas oublier qu'il y a toute la pression fiscale qui n'a pas changé, c'est-à-dire toute la politique fiscale ivoirienne n'a pas changé pour autant afin d'inciter les entreprises à fonctionner. Lorsque vous demandez à des jeunes de pouvoir entreprendre, il est de la responsabilité de l'État de les orienter sur les secteurs d'activité qui sont pourvoyeurs de richesses et qui leur permettraient de voir les entreprises connaître une viabilité à long terme. Cependant, il n'est absolument rien dit sur les jeunes. Où vont-ils s'installer? Dans quel domaine d'activité vont-ils investir réellement? Ils ne sont pas suffisamment instruits. Or, cela participe même de l'intelligence économique qui permettrait ainsi à Côte d'Ivoire d'avoir de grandes orientations, de grands chantiers économiques et financiers que nous n'avons pas. Donc du coup, on jette les jeunes dans un inconnu absolument effrayant, et c'est tout à fait normal que les gens aient des réticences parce qu'il n'y a pas les conditions, il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas le discours qui leur permettrait d'investir avec énormément de confiance. Je vous remercie. Par rapport à cela, j'ai vu sur le site du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs qu'ils ont créé une rubrique qui s'appelle Mode d'emploi et qui propose aux jeunes de pouvoir s'inscrire, de se référencer et qui permet aussi à des entreprises privées de leur proposer un emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être aussi une solution, non? Une solution? Ça ressemble un peu à l'exemple du Pôle emploi, peut-être en France, les chômeurs viennent s'inscrire et ainsi de suite. C'est bien ça d'ailleurs. Voilà, justement, c'est l'idée de copier un peu ce qui se fait ailleurs. Mais la question que moi je me pose, c'est est-ce que c'est à l'État de se comporter comme une sorte d'agence de placement? Je ne suis pas très sûr. Je pense que le rôle de l'État, justement, c'est de faciliter aux entreprises la création, les conditions pour qu'elles puissent créer des emplois. L'année dernière, il y a eu le salon ici Côte d'Ivoire, pendant lequel il y a eu beaucoup d'échanges avec des investisseurs, autant national qu'à l'international. Le problème, et le président de la CGI, du patronat, l'a souligné, aujourd'hui il est fait obligation pour les entreprises de déclarer tous les contrats de travail de leurs employés. Ce qui, évidemment, viole une règle fondamentale du contrat de travail, c'est le côté secret, ou je veux dire confidentiel, justement, du contrat de travail. Les entreprises n'ont pas à aller déclarer les contrats de travail à l'administration. C'est un contrat, ça se passe entre l'entreprise et l'individu. C'est une convention qui lie les deux parties. L'État n'a rien à y faire, à regarder. Ce sont des choses qui peuvent décourager les entreprises. Le ministère va peut-être regarder dans ces contrats-là, et puis il y a des clauses, notamment au niveau du SMIC, qui est quelque chose d'un peu paradoxal, parce que dans tous les pays où on a essayé d'instaurer un SMIC,
en le fixant, il est passé de 36 à 60 000 francs. Le problème, c'est que l'instauration du SMIC, en réalité, ne règle absolument rien. Au contraire, au lieu de devenir un salaire plancher, il devient finalement le salaire plafond au-delà duquel les travailleurs ne peuvent plus aller au-delà. C'est une très mauvaise solution, le SMIC, ça ne change rien. C'est vrai que c'est intéressant dans les discours publics de dire, voilà, maintenant le SMIC c'est 60 000 francs, on va aider les pauvres, sauf que dans la réalité, c'est tout autre chose. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que le rôle de l'État, ce soit d'être une agence de placement. Le SMIC, c'est 60 000 francs, on va aider les pauvres. Sauf que dans la réalité, c'est tout autre chose. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que le rôle de l'État, ce soit d'être une agence de placement. Les entreprises savent très bien, les grandes écoles sont là, les jeunes savent très bien comment postuler pour avoir des boulots. Ce n'est pas à l'État de prendre ce genre de petites mesures-là, un peu de la communication, mais ça n'a pas beaucoup d'effet. J'appelle pas ça un peu de communication, c'est de la haute communication gouvernementale et où il y a toute une mousse voilà, aux yeux des jeunes, aux yeux de la communauté internationale, assez complice aussi de cette communication au détriment des jeunes concrètement. Parce qu'il y a des problèmes de fond à régler. Je prenais l'exemple d'un cancer qu'on veut guérir avec l'aspirine. Aujourd'hui, il y a un problème de fond, il y a un problème de formation dans nos universités. C'est ça qu'il faut régler. Il y a un problème d'adéquation de formation-emploi, c'est ça qu'il faut régler. Il y a un problème véritable de pression fiscale, c'est ça qu'il faut régler. Il y a, Mohamed a parlé tout à l'heure ici 2014, il y a eu combien de promesses d'investissement en Côte d'Ivoire, mais concrètement, qu'est-ce qui a été réalisé? Parce qu'il y a la communication, mais les investisseurs, celui qui vient mettre son argent, il n'est pas dupe. Il ne viendra pas à l'aveuglette parce qu'on lui a promis de belles promesses, venir investir de l'argent. Au niveau du coût du travail, au niveau du coût des investissements, il y a un effort qui a été fait, mais il y a mieux à faire, il y a plus encore à faire. Au niveau de la nouvelle loi, pourtant, il y a un projet de loi sur la loi du travail, celui qui est en projet de loi, je ne sais pas si ça a encore été adopté, je vais voir, mais qui a des conditions presque staliniennes dans ce contrat de travail-là, qui, notamment, oblige aux entreprises de déclarer le contenu de contrat de travail auprès de l'AGEP. Il y a des clauses sur les stages, les pouvoirs qui sont donnés à l'AGEP presque comme employeur général. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut savoir que plus de 60% des entreprises créées en Côte d'Ivoire appartiennent à des Occidentaux, à des étrangers. Et aujourd'hui, regardez la loi fiscale sur, je dirais, un travailleur étranger en Côte d'Ivoire. Il paye des impôts, il va payer un permis de travail. Un montant pour avoir un permis de travail fait 150 fois son salaire, s'il est en CDI, et d'autres conditions aussi dans CDD, mais c'est incompatible, je dirais, à dire aux gens venez investir et derrière, je dirais, tout l'arsenal juridique et fiscal qui est derrière est là pour capter le maximum d'argent de ces personnes qui viennent là. Donc c'est totalement de la communication politique. L'État ne crée pas vraiment les conditions pour que les gens investissent en Côte d'Ivoire. Justement, la fiscalité a un grand problème majeur parce que par rapport à la précarisation justement du jeune et par rapport au fait que les salaires qui sont proposés quand ils sont engagés ou même en stage sont tellement minimes et tellement réduits, beaucoup de jeunes justement se dirigent vers l'entrepreneuriat. Mais une fois encore, il y en a beaucoup qui se posent des questions et beaucoup qui dénoncent le fait que la fiscalité et les conditions juridiques à réunir pour pouvoir devenir un entrepreneur sont sévères. Comment est-ce qu'on explique cela? Merci, mais moi je dis, j'aime bien me citer dans ce temps. On ne rentre pas dans un match, dans un terrain de foot en veste. Vous comprenez? Pour entrer sur un match de foot, et voir bien jouer, il faut s'entraîner, il faut s'échauffer. C'est une image que je prends pour dire qu'on ne peut pas prétendre vouloir créer de l'emploi pour les jeunes. On ne peut pas sans au minimum faire un sacrifice, je dirais, un minimum. Aujourd'hui, par exemple, la TVA aujourd'hui est explosive en Côte d'Ivoire. On n'a pas de raison d'être à cette hauteur-là en Côte d'Ivoire. 18%. Aujourd'hui, moi je pense que certaines voies qui peuvent aider, je dirais,
la relance économique véritablement en Côte d'Ivoire, c'est de baisser par exemple la TVA et permettre aux entreprises de pouvoir vraiment faire de la croissance. C'est permettre aux entreprises de faire de la croissance. Et si les jeunes Ivoiriens doivent comprendre quelque chose, c'est que c'est seulement dans le secteur privé qu'ils peuvent s'en sortir. Vous parlez des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est bien beau de dire ça, mais comment ils vont dans l'entrepreneuriat? Combien d'entreprises créées par les jeunes résistent après 5 ans de vie en Côte d'Ivoire? Combien d'entreprises sont créées par les... L'État a mis en place une procédure pour les aider. Laquelle? Justement, sur le site du ministère, il est possible de proposer son projet, oui, de faire un business plan, et un collège étudie le dossier, oui, et propose une allocation. Bien sûr, mais en un an, il y a eu 68 projets étudiés. C'est vrai que c'est intéressant dans les discours publics de dire voilà, maintenant le SMIC c'est 60 000 francs, on va aider les pauvres, sauf que dans la réalité c'est tout autre chose. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas que le rôle de l'État ce soit d'être une agence de placement. Les entreprises savent très bien, les grandes écoles sont là, les jeunes savent très bien comment postuler pour avoir des boulots. Ce n'est pas à l'État de prendre ce genre de petites mesures là, un peu de la communication, mais ça n'a pas beaucoup d'effet. J'appelle pas ça un peu de communication, c'est de la haute communication gouvernementale et où il y a toute une mousse voilà, aux yeux des jeunes, aux yeux de la communauté internationale, assez complice aussi de cette communication au détriment des jeunes concrètement. Parce qu'il y a des problèmes de fond à régler. Je prenais l'exemple d'un cancer qu'on veut guérir avec l'aspirine. Aujourd'hui, il y a un problème de fond, il y a un problème de formation dans nos universités. C'est ça qu'il faut régler. Il y a un problème d'adéquation de formation-emploi, c'est ça qu'il faut régler. Il y a un problème véritable de pression fiscale, c'est ça qu'il faut régler. Il y a, Mohamed a parlé tout à l'heure ici 2014, il y a eu combien de promesses d'investissement en Côte d'Ivoire, mais concrètement, qu'est-ce qui a été réalisé? Parce qu'il y a la communication, mais les investisseurs, celui qui vient mettre son argent, il n'est pas dupe. Il ne viendra pas à l'aveuglette parce qu'on lui a promis de belles promesses, venir investir de l'argent. Au niveau du coût du travail, au niveau du coût des investissements, il y a un effort qui a été fait, mais il y a mieux à faire, il y a plus encore à faire. Au niveau de la nouvelle loi portant, il y a un projet de loi sur la loi du travail, qui est un projet de loi, je ne sais pas si ça a encore été adopté, je vais voir, mais qui a des conditions presque staliniennes dans ce contrat de travail-là, qui, notamment, oblige aux entreprises de déclarer le contenu de contrat de travail auprès de l'AGEP. Il y a des clauses sur les stages, les pouvoirs qui sont donnés à l'AGEP, presque comme employeur général. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut savoir que plus de 60% des entreprises créées en Côte d'Ivoire appartiennent à des Occidentaux, à des étrangers. Et aujourd'hui, regardez la loi fiscale sur, je dirais, un travailleur étranger en Côte d'Ivoire. Il paye des impôts, il va payer un permis de travail. Un montant pour avoir un permis de travail fait 150 fois son salaire, s'il est en CDI, et d'autres conditions aussi dans CDD, mais c'est totalement incompatible, je dirais, à dire aux gens venez investir et derrière, je dirais, tout l'arsenal juridique et fiscal qui est derrière est là pour capter le maximum d'argent de ces personnes qui viennent là. Donc c'est totalement de la communication politique. L'État ne crée pas vraiment les conditions pour que les gens investissent en Côte d'Ivoire. Justement, la fiscalité a un grand problème majeur parce que par rapport à la précarisation justement du jeune et par rapport au fait que les salaires qui sont proposés quand ils sont engagés ou même en stage sont tellement minimes et tellement réduits, beaucoup de jeunes justement se dirigent vers l'entrepreneuriat. Mais une fois encore, il y en a beaucoup qui se posent des questions et beaucoup qui dénoncent le fait que la fiscalité et les conditions juridiques à réunir pour pouvoir devenir un entrepreneur sont sévères. Comment est-ce qu'on explique cela? Merci, mais moi je dis, j'aime bien me citer dans ce temps. On ne rentre pas dans un match, dans un terrain de foot en veste. Vous comprenez? Pour entrer sur un match de foot, et voir bien jouer, il faut s'entraîner, il faut s'échauffer. C'est une image que je prends pour dire qu'on ne peut pas prétendre vouloir créer de l'emploi pour les jeunes
on ne peut pas sans au minimum faire un sacrifice, je dirais, un minimum. Aujourd'hui, par exemple, la TVA aujourd'hui est explosive en Côte d'Ivoire. On n'a pas de raison d'être à cette hauteur-là en Côte d'Ivoire. 18%. Aujourd'hui, moi je pense que certaines voies qui peuvent aider, je dirais, la relance économique véritablement en Côte d'Ivoire, c'est de baisser par exemple la TVA et permettre aux entreprises de pouvoir vraiment faire de la croissance. C'est permettre aux entreprises de faire de la croissance. Et si les jeunes Ivoiriens doivent comprendre quelque chose, c'est que c'est seulement dans le secteur privé qu'ils peuvent s'en sortir. Vous parlez des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est bien beau de dire ça, mais comment ils vont dans l'entrepreneuriat? Combien d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat? C'est bien beau de dire ça, mais comment ils vont dans l'entrepreneuriat? Combien d'entreprises créées par les jeunes résistent après 5 ans de vie en Côte d'Ivoire? Combien d'entreprises sont créées par les... L'État a mis en place une procédure pour les aider. Laquelle? Justement, sur le site du ministère, il est possible de proposer son projet, oui, de faire un business plan, et un collège étudie le dossier, oui, et propose une allocation. Bien sûr, mais en un an, il y a eu 68 projets étudiés, oui, dans ce ministère. Il y a eu 46 qui ont été validés. En un an, 68 projets, ça fait pour toute la masse. Parce que tout ce fonds qu'on met dans ces structures gouvernementales, là, ça sert à quoi? Ça sert à payer les 4x4. Ça sert à payer des salaires des fonctionnaires dans cette structure. Ça sert à payer les frais de fonctionnement de cette structure. À la fin, qu'est-ce qui reste pour financer les jeunes? Non. En fait, il ne reste quasiment rien du tout pour financer des projets viables, des projets à long terme. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est déjà cet argent. L'État, moi je pense, peut faire l'économie d'impôts en baissant des impôts et son train de vie, déjà qui est extrêmement grand, peut faire beaucoup d'économies d'impôts pour permettre aux entreprises véritablement de faire de la croissance. Et si les entreprises font un pacte, je dirais, on baisse les impôts, mais en contrepartie, vous créez de la croissance et vous embauchez plus de gens. Je pense que c'est une solution qui peut plus arranger l'État et les entreprises de Côte d'Ivoire que de faire de la communication avec le site. C'est très intéressant ce qui est en train d'être dit. Mais comme on offre poser la question de savoir, mais c'est quoi notre profil aujourd'hui? Si notre profil en termes de croissance économique, on construit l'homme ivoirien économique, donc capable de créer des richesses, c'est celui de faire de lui un entrepreneur, donc quelqu'un qui s'investit par lui-même, à ce moment, il y a nécessairement des sacrifices, des concessions que doit faire l'État de Côte d'Ivoire en matière de fiscalité qui serait incitative, n'est-ce pas, pour les entreprises d'ouvrir ou pour l'entrepreneur de pouvoir s'engager, investir, devenir un entrepreneur à terme. Maintenant, si notre profil demeure celui de pouvoir ouvrir le marché de l'emploi grâce à des entreprises qui, du fait de l'allègement fiscal, auront donc à créer d'autres entreprises, à ce moment, on fera de nos apprenants formés des salariés subordonnés. Mais, en tenant le discours politique qui nous est donné, on a bien l'impression que l'État de Côte d'Ivoire s'inscrit dans une donne de l'entrepreneuriat. Je disais lors d'une conférence que le fait de pouvoir octroyer un prêt à un jeune pour un projet qui est dit validé n'emporte pas création d'emploi. C'est différent. Vous avez permis à une entreprise d'exister, laquelle aura à créer des emplois une fois qu'elle aura stabilisé sa budgétisation, ses finances, de sorte à permettre à quelqu'un d'avoir une activité, donc qui va faire de la prestation de travail sur une durée plus ou moins longue. À ce moment, oui, il y a création d'emplois. Et si on nous fait croire que parce qu'on a financé 60 ou 61 projets, on a créé 61 nouveaux emplois ou par multiplication de ceux qui entreront dans ces entreprises, autant d'emplois que possible. C'est un mensonge. C'est un réel mensonge et il faudrait permettre aux Ivoiriens de comprendre cela. Comprendre que l'emploi, ce n'est pas le travail, c'est une activité économique, donc créatrice de richesse, qui s'étend sur une période plus ou moins longue, parce qu'on a une activité qui institutionnalise cette activité de travail-là et qui permet de pouvoir la financer mois après mois. D'où la nécessité de pouvoir, au point de vue académique, incorporer
dans les différents modules de formation, dans les différentes matières, la question de l'entrepreneuriat, peut-être à dose homéopathique, mais dans tous les cas, la nécessité de former les jeunes, soit dans les écoles professionnelles ou techniques ou à l'ordre supérieur, de pouvoir enseigner ce que c'est que l'entrepreneuriat, de sorte qu'à terme, ce soit une option principale et non secondaire ou subsidiaire. C'est important. Et une fois que le jeune a accepté, parce qu'il a compris, il a développé cette culture entrepreneuriale-là, il ne suffit pas de lui donner que de l'argent, mais il faudrait qu'il y ait des structures administratives, techno-administratives qui l'accompagneraient. Et même là encore, on peut créer de l'emploi en ouvrant ces structures-là à des cabinets privés qui auront obtenu la formation, qui ont l'expertise, afin de pouvoir accompagner ces jeunes. C'est un pacte social qui nécessite la contribution solidaire de toutes les couches de la population qui sont intéressées à ce domaine précis. Cependant, l'impression que l'État fait cavalier seul dans cette histoire et appelle les uns et les autres lorsqu'il aura besoin d'eux à un certain moment donné. Les cabinets privés qui auront obtenu la formation, qui ont l'expertise, afin de pouvoir accompagner ces jeunes. C'est un pacte social qui nécessite la contribution solidaire de toutes les couches de la population qui sont intéressées à ce domaine précis. Cependant, l'impression que l'État fait cavalier seul dans cette histoire et appelle les uns et les autres lorsqu'il aura besoin d'eux à un certain moment donné. D'où le problème et qui fait que nous poinçons jusqu'à présent. C'est très intéressant ce que Landry dit, la formation. Je voulais poser une question à Félix, parce qu'il nous reste très peu de temps. Je voulais demander quelles solutions on pouvait envisager pour endiguer la précarisation du jeune, justement. Déjà, jusqu'à présent, quand je les écoute tous, ils parlent beaucoup d'entrepreneuriat. Ils ont parlé de pression fiscale et je suis tout à fait d'accord, c'est un réel problème. Mais aussi le fait que je ne suis pas totalement d'accord avec le fait que l'État ne peut plus offrir d'emplois. L'État peut encore offrir des emplois en se tournant vers l'industrialisation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, on dit la richesse du pays, le développement de ce pays repose sur l'agriculture. Ok, c'est pas faux, et je suis tout à fait d'accord. Et c'est encore une option même d'emploi pour les jeunes. Mais il y a l'industrialisation, transformer les matières premières. L'État aujourd'hui peut miser dans la création d'industries qui vont transformer les matières premières. Et ça, c'est vraiment une ruche d'emploi pour les jeunes. C'est vrai, ils ont misé dans les infrastructures routières, c'est intéressant, mais il peut aussi miser dans l'industrialisation. À côté de cela, je veux aussi parler de la culture. On parle beaucoup d'économie, de relance économique. J'ai l'impression que la culture est un peu laissée de côté. Et donc, c'est vrai qu'on parle à la fin, mais j'ouvre en même temps ce débat-là pour une prochaine fois peut-être. Mais il faut beaucoup se pencher sur la culture. Aujourd'hui, quand vous regardez les grandes puissances, elles ont une forte culture. Elles misent beaucoup sur leur culture. Que ce soit la musique, la mode, l'artisanat, ça allait être banal, mais c'est des choses importantes. Donc, il faut faire comprendre aux jeunes aujourd'hui que ce n'est pas seulement être dans un bureau, être fonctionnaire qui apporte de l'argent. Il y a d'autres secteurs aussi sur lesquels il faut miser. Et c'est à l'État de faire cette promotion. Donc, l'État a encore beaucoup de choses à faire. Je vous remercie. Je vais vous laisser chacun dire un dernier mot, ensuite on va clôturer. Bon, merci ici. Et effectivement, avant de donner mon dernier mot, pour enchaîner un peu à ce que Philippe disait tout à l'heure, en parlant de la culture. C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le développement de tous les pays qu'on appelle les pays développés, la culture a joué un rôle vraiment très fondamental. Les États-Unis, le Nigeria, le Nigeria, la culture a été un pilier fondamental pour cette culture-là, je dirais, à côté de cette culture-là, avec la croissance aussi. Parce qu'il y a eu le développement de la pensée, de la culture, avec la croissance en même temps, avec les révolutions industrielles, tout ça, qui ont été permis. Mais aujourd'hui, par exemple, il faut plus, pour répondre à la question concrètement à la précarité des jeunes, il faut plus de liberté économique. Il faut plus, il faut que l'État libéralise les secteurs. Il faut de la liberté économique pour que vraiment les jeunes sortent de la précarité. Parce que, en plus de la libération de l'économie, il faut une meilleure formation, je dirais, au niveau académique des jeunes. Aujourd'hui, je suis peiné de voir que l'université retombe dans ces mêmes travers, je dirais, avec des années qui ne finissent pas à temps, avec le même travers des compositions, des années qui se chevauchent. Après, l'entreprise, le jeune qui sort de cette université qui est l'entreprise, il ne faut pas s'étonner qu'après 1 an, après 2 ans, 3 ans, il ne soit pas encore capable de passer de son statut de stagiaire à un statut d'emploi en CDI ou en CDD. Il ne faut pas s'étonner. Avant mon défi, je voulais juste rebondir sur ce que Ophélie disait. C'est très important. On ne va pas pouvoir tous le faire. Oui, ok, mais je vais juste le dire. Pour l'industrialisation, c'est très intéressant.
D'autant plus que, depuis qu'on est tout petit, on nous a toujours dit que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul lycée ou une seule école de formation spécialisée dans le domaine de l'agriculture. Les paysans sont censés être ceux qui produisent le plus de richesses dans notre pays, mais c'est la couche la plus pauvre, qui est dans la précarité la plus grande qu'il y a en Côte d'Ivoire. Vous avez des vieux qui ont des hectares et des hectares de terre au village, mais qui sont incapables de se payer une ordonnance de 1000 ou 2000 francs. C'est absolument aberrant. Là encore, il y a une source de création d'emplois et de richesses énorme. Ça consiste tout simplement pour l'État à faire le cadastrage des terres, à donner des titres fonciers aux propriétaires fonciers. Et puis ces titres fonciers, un titre foncier, en fait, c'est de la richesse. Les gens, c'est ce que l'économiste péruvien, pour une nouvelle d'économie, Hernando de Soto appelle le capital des pauvres. Les gens sont assis sur une richesse énorme, mais n'est pas mise en valeur. Il faut que l'État donne. L'économiste péruvien, pour une nouvelle d'économie, Hernando de Soto appelle le capital des pauvres. Les gens sont assis sur une richesse énorme, mais n'est pas mise en valeur. Il faut que l'État donne des titres de propriété aux gens. Vous allez voir qu'avec un titre de propriété, vous allez en banque, le banquier il vous donne de l'argent et c'est au paysan qui va mécaniser son agriculture. C'est plus à l'État de le faire. Et ça permettra aux jeunes d'accéder à l'emploi. Ça permettra aux jeunes d'accéder à l'emploi. C'est pas à l'État de le faire, les gens peuvent le faire eux-mêmes. Il faut responsabiliser les gens. On a 50 ans, croyez-moi, les gens qui sont au village, ils sont peut-être pas toujours très formés, très intellectuels, mais ils connaissent très bien ce que sont leurs besoins, ils savent très bien comment s'en sortir. Il faut juste leur donner le moyen de le faire. Merci beaucoup. On aurait aimé que cette solution soit une solution miracle. Cependant, il faudrait auparavant régler le problème du foncier en Côte d'Ivoire qui semble être plus solvable. Mais ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que nous sommes un pays qui a de potentialités énormes par l'intelligence humaine, mais aussi par sa capacité de production. Nous sommes ouverts, permettons donc à des populations venant d'autres pays d'apporter leur expertise, leur savoir-faire. Aujourd'hui, si la jeunesse de Côte d'Ivoire doit jouer un rôle, il faut bien sûr lui donner le scénario, donner le personnage qu'elle doit accomplir, lui donner le temps de pouvoir assimiler ce personnage et de jouer ce rôle qu'on attendait. Je crois que nous n'avons pas le scénario. Et c'est difficile de pouvoir jouer un rôle lorsque je n'ai pas le scénario. Alors, il est important que l'on soit beaucoup plus clair et intelligible dans son discours politique. Parce que d'abord, c'est un État, donc c'est d'abord politique. De sorte que nous puissions l'assimiler et le convertir en des actions et initiatives citoyennes. Il est important que nous puissions travailler sur nos systèmes éducatifs, qui, lui, repensés, nous permettraient de former non pas seulement des médecins ou des fonds de comptables, ou des financiers ou des banquiers, mais des personnes capables de devenir des entrepreneurs par la suite. On va clôturer par le fait de dire que c'est vrai qu'on a besoin de créer des richesses, mais cependant, si l'on doit créer des richesses et faire des personnes malhonnêtes qui créent des richesses afin de voler, de spolier d'autres personnes, ça ne sert à rien. C'est vrai que le plus grand édifice pour nous, c'est de construire des infrastructures, mais la plus belle infrastructure que l'État de Côte d'Ivoire peut faire, c'est de faire de ces jeunes des citoyens actifs et utiles. À ce moment, ce qu'on aura produit avec eux nous permettra de construire une nation à long terme. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous pour cette émission fantastique. Merci pour vos réflexions. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée.